il y a 79 ans, jour pour jour, le 6 juin 1944, les Alliés débarquaient sur les plages de Normandie. C'était le début de la plus grande opération aéronavale de l'histoire, le début aussi de la libération de la France. Depuis, on a tendance à penser que le succès du débarquement était évident, qu'il allait de soi, qu'il ne pouvait pas être un échec. Pas du tout. La défaite des Alliés, le fait d'être repoussés à la mer, était tout à fait possible. Le débarquement aurait pu échouer. Quels défis les Alliés ont dû surmonter pendant la préparation du débarquement? À quel moment les Alliés ont frôlé le désastre, ou en tout cas ont connu de grandes difficultés pendant le débarquement, avant de l'emporter en définitive? Pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir deux historiens spécialistes de la Seconde Guerre mondiale. Jean Lopez, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur la Deuxième Guerre mondiale, directeur également du magazine Guerre et Histoire. Et votre actualité éditoriale, pour le coup, c'est de l'histoire immédiate, puisque vous publiez avec Michel Goya une histoire immédiate de la guerre en Ukraine, L'ours et le renard, qui sort ces jours-ci chez Perrin. Stéphane Simonet, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancien directeur scientifique du Mémorial de Caen. Vous êtes donc particulièrement indiqué et nous vous remercions d'être présent aujourd'hui. Vous avez publié, vous aussi, de nombreux ouvrages, par exemple sur le commando Kieffer, dont vous êtes le spécialiste. Et tout récemment, vous avez publié un livre sur 11 héros français de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont choisi la mort plutôt que le déshonneur. C'est le destin de soldats ou de civils pris dans la Seconde Guerre mondiale, tous français, et c'est chez Talandier. Alors, parlons d'abord du contexte du débarquement. Jean Lopez, en 1943, Staline, il le fait depuis juin 1941, depuis l'invasion de l'Union soviétique par Hitler, il réclame à corps et à cri l'ouverture d'un second front. Mais ce qui peut paraître étonnant, c'est que cette demande pressante de Staline à Roosevelt et Churchill, elle continue dans la seconde moitié de 1943, je crois, alors que le rapport de force a changé en sa faveur sur le front de l'Est. Il y a eu Stalingrad et la capitulation allemande vers février, il me semble, 1943. Puis il y a eu la bataille de Koursk, la plus grande bataille de chars de l'histoire, que les Soviétiques gagnent. Et pourtant, Staline veut ce second front à tout prix. Pourquoi est-ce que ça reste chez lui presque une obsession ? Vous avez cité Koursk, la réponse, elle est de cet ordre-là. À Koursk, pour l'emporter, les Soviétiques ont dû sacrifier 4 fois plus de chars, 5 fois plus d'avions, 4 fois plus d'hommes que les Allemands. Ils sont en train de les repousser, mais ça leur coûte, le sang coule à flot. Donc Staline sait il va peut-être battre les Allemands tout seul, mais dans quel état sera son armée? Il a donc absolument intérêt à ce que maintenant rentrent dans la danse les alliés anglo-saxons, très concrètement, il n'a cessé de le réclamer, et parce que ça va lui permettre, et nous parlerons de la conférence de Téhéran très certainement tout à l'heure, ça va lui permettre de dégager complètement son horizon stratégique et vraiment maintenant de penser à la conquête de toute l'Europe orientale et centrale. Donc paradoxalement, il demande aux anglo-saxons d'intervenir pour lui avoir plus le temps de penser à... C'est assez contre-intuitif. Depuis juin 1941, il a quasiment toute la Wehrmacht sur le dos. Alors c'est un peu moins vrai depuis octobre 1943, depuis qu'Hitler a décidé de donner la priorité au front occidental, mais néanmoins le gros de l'armée allemande, en tout cas de l'armée de terre, est à charge de l'Union soviétique. Donc je vous rappelle quand même que déjà à cette époque, il y a environ 7 à 8 millions de morts militaires soviétiques, ce qui est absolument monstrueux. Ça ne peut pas continuer très longtemps comme ça. Et déjà, les soviétiques ont des problèmes pour peupler leurs unités de l'avant. Même un régime comme le stalinisme est obligé d'en tenir compte. Absolument. Absolument. Il y a une limite déjà biologique. Et on voit déjà, notamment, recourir massivement, comme c'est le cas en Ukraine aujourd'hui, à des prisonniers du goulag qui vont servir de chair à canon. Stéphane Simonet, en ce qui concerne les alliés occidentaux, ce second front, on pourrait penser qu'après tout, il s'ouvre en juillet 1943 quand les Américains débarquent en Sicile et que Mussolini est renversé par les siens, d'ailleurs, par ses proches, et qu'il est débarqué en juillet 1943. Pourquoi est-ce que les Anglo-Américains ne se contentent pas de remonter la botte italienne et qui décident de débarquer en France même? En fait, les Anglo-Américains, dans cette alliance, il y a deux conceptions différentes d'intervenir face à l'Allemagne. Il y a la voie directe, donc c'est-à-dire un débarquement outre-Manche et foncer directement sur l'Allemagne. C'est un peu ce que veulent les Américains depuis leur engagement donc en décembre 1941.
Et puis, il y a la stratégie dite de périphérie de Churchill, lui, qui veut effectivement essouffler l'armée allemande et les Italiens en même temps, en débarquant en Italie et en remontant dans les Balkans, justement pour prendre aussi peut-être de vitesse Staline, à partir de 1943. Donc, il y a deux conceptions qui s'opposent, et donc, il y a forcément des divergences. Et donc, pendant que les Alliés sont en Italie, on a toujours aussi dans les dossiers, dans les cartons, ce dossier, ce projet d'intervenir un jour à partir de la France. Et c'est ce que veut Churchill dès le départ. Hein. Dès juillet 40, Churchill n'a qu'une seule idée, c'est de redébarquer en France avec une armée pour reprendre le dessus. Et Churchill, alors, parce que j'avais cru comprendre qu'il préférait passer par les Balkans. Churchill a toujours eu, c'est une bonne question, Churchill a toujours eu, il n'a jamais abandonné le principe d'un débarquement à l'ouest de l'Europe. Oui. Mais quand même, il fait toujours prévaloir face aux Américains une intervention aussi en Italie et dans les Balkans. Donc il joue sur les deux tableaux. Mais il y a toujours ce principe auquel il ne va jamais déroger. Alors pourquoi est-ce qu'en définitive, c'est la France qui est choisie ? Eh bien, il y a une raison simple, donc c'est l'option américaine, comme l'a dit très bien M. Simonet, c'est l'option américaine qui l'emporte, parce que les Américains ont un deuxième problème très lourd sur le dos, c'est le Japon. Or, à l'époque, je vous rappelle qu'il n'y a pas encore la bombe atomique, et tous les experts militaires, notamment Marshall, il y a un rapport qui est connu par les historiens, préviennent le président Roosevelt que la guerre contre le Japon, ça va durer jusqu'en 1947. Par conséquent, il faut vite en finir avec l'adversaire qu'on prend le mieux à la gorge, le Troisième Reich. De façon, et vite en finir, ça veut dire débarquer au plus proche du poumon économique de l'Allemagne, qui est la Ruhr. C'est pas par l'Italie que vous passez pour aller dans la Ruhr au plus vite, c'est vraiment dans le nord de la France. D'ailleurs, c'était au départ, ça a été un peu pensé, le mieux ce serait... Ils ont tout essayé, hein. L'objectif américain, c'est on débarque le plus proche de l'Allemagne, on fonce vers le Reich, on occupe la Ruhr, et à ce moment-là, tout va s'effondrer. On peut à ce moment-là rembarquer les boys pour les renvoyer sur les théâtres de l'Extrême-Orient. C'est ça qui explique que les Américains ont hâte d'en finir au plus vite, et c'est la raison pour laquelle ils écartent cette stratégie plus lente, plus attritionnelle de Churchill qui veut remonter la botte italienne. D'ailleurs, on voit à quel point c'est compliqué, c'est difficile, c'est un terrain très rugueux. Les Anglo-Américains mettent quand même près de plus de 2 ans pour arriver dans la plaine du Pô. Oui. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. Oui, ils sont stoppés à Monte Cassino à un moment. Oui, ils sont restés 9 mois bloqués. C'est terrible. Alors, donc, est-ce qu'on sait exactement quand la décision est prise du choix de la France ? Est-ce que c'est à la conférence de Téhéran en décembre 1943 ? Est-ce que le principe d'un débarquement en France est arrêté à ce moment-là ? Eisenhower arrive, je crois, en janvier 1944 en Angleterre, avec pour mission d'organiser tout ça. Et ce qui est très spectaculaire dans le documentaire que nous avons vu, c'est qu'il y a nous allons voir, pardon, c'est qu'il y a on voit à quel point l'Angleterre devient une espèce de camp retranché avec plus d'1 million de GIs. Enfin, c'est très impressionnant. L'Angleterre se met vraiment à l'heure américaine. Alors, s'agissant de la décision de débarquer en France, on peut la faire apparaître à partir de janvier 1943, dès l'instant où on se met d'accord sur le fait qu'on va intervenir en France. On ne sait pas si c'est le Nord-Pas-de-Calais, si c'est la baie de Seine, on ne sait pas. Et la décision de débarquer en Normandie sera vraiment validée à partir de l'été 1943. Et donc, à partir de l'été 1943, on met tout en branle pour que le débarquement qui est planifié en mai 1944 puisse être préparé dans les meilleures conditions. Donc, on a 10 mois devant soi. C'est très intéressant et très important ce que vous nous dites, Stéphane Simonet. Ça veut dire donc qu'il y a près d'1 an, en fait, enfin, pas tout à fait, entre le choix du terrain lui-même, ça sera la Normandie, et le passage à l'acte. Et le passage à l'acte, oui, il y a 10 mois. Il y a 10 mois d'intervalle de 10 mois dans lequel il faut tout préparer. Alors effectivement, l'économie de guerre américaine est déjà en place. Elle s'est déjà mis en action, elle s'est structurée. Elle a déjà envoyé des millions d'hommes, effectivement, en Angleterre. C'est le plan Bolero. Il faut emmener tous les soldats en Angleterre. Et c'est ce que vous dites, l'Angleterre ressemble à un vaste camp retranché américain, le sud d'Angleterre. Les Liberty Ships sont déjà construits. Voilà, tout est déjà lancé. Mais à partir de août 1943, il va falloir lancer toute la logistique nécessaire à cette future opération Overlord, en un temps record. Si vous permettez, il y a aussi, c'est juste un complément, il y a 2 prérequis opérationnels très importants pour les anglo-saxons. Le premier, c'est qu'il n'y ait plus de Luftwaffe au-dessus des plages. On va donc monter une gigantesque embuscade stratégique au-dessus de l'Allemagne,
on appelle l'opération Point Blank, et qui en février et mars 1944, en bénéficiant de l'arrivée de chasseurs Mustang à très long rayon d'action, en portant des containers de kérosène supplémentaires, vont aller détruire la chasse allemande. Ça, c'est le premier prérequis, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'avion au moment du jour J. Imaginez, ça n'a rien à voir avec les bombardements des grandes villes. Alors, non, ça n'a rien à voir, mais en fait, ça a à voir et ça n'a pas à voir, parce que c'est extraordinairement astucieux. L'idée américaine, c'est on envoie de gigantesques raids au-dessus des villes américaines, des villes allemandes, 1200 bombardiers, des villes allemandes, pardon, 1200 bombardiers, et on les fait accompagner par ces Mustangs jusqu'au bout. Ça va obliger la Luftwaffe à sortir de ses bases, et là, ça va être le tir au pigeon. Et effectivement, c'est un tir au pigeon. La Luftwaffe perd l'essentiel de ses as à l'hiver 43-44. Le deuxième prérequis, et là, c'est la conférence de Téhéran qui est décisive, c'est que les Américains comme les Britanniques expliquent aux Soviétiques qu'il ne faut pas, pour que réussisse le débarquement, qu'il y ait plus de 12 grandes unités allemandes en réserve à l'intérieur de la France, de façon à être certain de ne pas être rejeté à la mer. La seule façon de s'assurer qu'au mois de juillet, il n'y ait pas une masse de panzers qui soit concentrés, prêts à rejeter les Alliés, c'est que les Soviétiques aient de leur côté déclenché une énorme offensive. On se met d'accord à Téhéran. Churchill est battu. Il est obligé de reconnaître que l'Italie, non, on ne va pas débarquer, on ne va pas continuer à pousser en Italie, on ne va pas débarquer par la trouée de Ljubljana pour aller vers Vienne et Budapest. Et donc Churchill est battu, Roosevelt et Staline se mettent d'accord. Le débarquement, pour le coup, il a bien lieu dans le nord de la France. Et Staline prend alors une décision capitale. Il s'engage 3 semaines après le débarquement, à déclencher la plus vaste offensive de la Seconde Guerre mondiale, l'opération Bagration, celle qui doit complètement bloquer. Donc chaque allié compte sur l'autre, en fait, malgré tout. Chacun compte sur l'autre, et les deux, ils trouvent leurs bénéfices. Et finalement, on peut dire que c'est pas du tout, c'est contre-intuitif, mais finalement, ils respectent sur ce plan-là leurs paroles, chacun, leur engagement, disons, militaire. Alors, plan militaire. Les dates ont leur importance. Le fait que les Alliés débarquent, ils devaient débarquer le 15 mai au départ, ils débarquent le 6 juin. À ce moment-là, Staline ne bouge pas. Oui. Ça veut dire que les Allemands vont retirer des panzers, notamment le 2e corps Panzer SS qui est prélevé en Galicie et qui est envoyé en Normandie. Staline ne bouge pas. Pour l'instant, ça veut dire que le débarquement, le jour J, ça joue à son avantage. Au début, ça joue à son avantage. Hein. Les Anglo-Saxons pompent les réserves allemandes. Puis le 22 juin, ils déchaînent l'opération Bagration, je veux dire, un truc énorme, 2 millions de combattants, 10 000 chars, 14 000 avions, un truc gigantesque, un jour J terrestre en quelque sorte. Et alors là, c'est la deuxième phase. Quand les Américains percent l'opération Cobra, quand Patton fait sa grande chevauchée, à ce moment-là, c'est en faveur des Alliés que ça joue, parce que les Allemands sont obligés de retransférer à l'Est tout ce qui pouvait rouler, tout ce qui avait des chenilles. Alors, faisons le point sur la préparation du débarquement. Stéphane Simonet, il y a 2 questions que tout le monde se pose. D'abord, comment le secret d'une opération aussi gigantesque a réussi à être préservé sur le choix du lieu, la Normandie, jusqu'au bout. Je sais bien qu'il y a peu au début, bien sûr, il y a l'état-major qui est au courant, mais il vient un moment, il faut mettre au courant la troupe. Certes, ils sont isolés, mais enfin, tout ça est d'une telle complexité, il y a tellement la masse de combattants concernés est tellement grande que comment est-ce qu'on fait pour garder le secret? Et la deuxième question qu'on a envie de vous poser, c'est quels sont les défis logistiques concrets que les Alliés ont dû relever pour s'assurer que l'intendance se suivrait une fois sur les plages? Alors, pour répondre à la première question sur comment tenir un secret aussi longtemps, les Alliés et les Anglais sont toujours arrangés pour un peu brouiller les pistes sur le lieu du débarquement en France, Nord-Pas-de-Calais, Baie-de-Seine, Normandie. Et donc, pendant tout l'hiver 43, notamment, ils vont organiser des raids de sondage, aussi dans les îles anglo-normandes, dans le Nord-Pas-de-Calais, en Normandie, même en Bretagne, avec des petites équipes de commandos qui vont aller faire des coups de main dans la nuit et laisser des traces de leur passage. Pour brouiller un peu les pistes, les Allemands savent très bien que les Alliés sont à l'offensive, ils risquent de venir sur ces côtes-là, mais ils ne savent pas vraiment où. Alors bien évidemment, tout le monde pense que ça va être le Nord-Pas-de-Calais parce que c'est la région la plus proche de l'Angleterre. C'est une région extrêmement fortifiée par les Allemands. Donc ça, c'est la première chose, c'est brouiller les pistes par des mini-opérations. Et puis il y a ce lancement de l'opération Fortitude, qui est une énorme manœuvre d'intoxication, où dès l'instant où, à la fin de l'année 43, on va organiser une armée fantôme qu'on va confier au général Patton,
le plus brillant général américain. Et quand Hitler sait qu'on confie une armée à Patton, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a vraiment un intérêt et qu'il y prête un intérêt. Et donc, le leurre de cette armée fantôme massée dans le sud de l'Angleterre avec une fausse armée, des faux puits pétroliers, des faux champs de pétroliers, des faux bateaux, tout ce qu'on a vu en images, on voit bien que ça va fixer les Allemands sur cet endroit du Nord-Pas-de-Calais. Et donc, voilà, en gros, brièvement, comment on organise le doute dans la tête des Allemands sur le lieu du débarquement. Après, sur la date du débarquement, les Allemands savent que à partir du printemps 1944 que les choses bougent. Et c'est pour ça que, comme on le disait tout à l'heure, les Allemands vont envoyer des divisions supplémentaires en Normandie, notamment le corps SS plus tard. Et alors, juste en un mot, disons le plus grand défi logistique que les Alliés vont relever, est-ce que c'est les ponts artificiels qui sont construits qui sont préparés, en tout cas dont les blocs sont préparés avant le débarquement? C'est certainement ça. À partir d'août 1943, puisqu'on décide de ne pas débarquer dans un port, comme ça a été le cas à Dieppe, et donc on ne veut pas aussi débarquer dans le port de Cherbourg, qui est un peu trop loin, et puis que la prise de Cherbourg, on sait que ça va être très long à prendre, on va amener un port artificiel, une espèce de mécano qu'on va assembler devant les plages de Normandie. Et donc ce port, il rentre en construction à partir d'août 1943, et donc ça va être construit dans le plus grand des secrets par des centaines d'usines et des centaines de firmes industrielles qui vont travailler indépendamment les unes des autres sans savoir vraiment à quoi elles travaillent. Donc ça participe aussi au grand secret. Et donc ce port artificiel, pour moi, effectivement, c'est une des plus grandes opérations logistiques réussies pour le débarquement du 6 juin 1944. Il y a un aspect de prouesse technique ou technologique dans toute cette affaire. Alors, nous voilà au débarquement, on est, si j'ose dire, sur les plages. Jean Lopez, quand les Allemands constatent que, voilà, ils sont informés, le haut commandement allemand, quelle est la réaction des Allemands? D'abord, est-ce qu'ils comprennent que c'est le débarquement? Est-ce qu'ils comprennent vite que ce n'est pas une diversion, que c'est le vrai débarquement? Après, on parle beaucoup des Panzers. Je crois qu'il y a eu un différend entre Rommel et von Rundstedt sur la répartition de ces unités de Panzer. Quelle est leur stratégie? Depuis la fin 1943, il y avait en effet un débat entre la vision de von Rundstedt, qui commande l'ensemble du théâtre occidental, et la vision du Feldmarschall Rommel, qui, lui, est plus concentré sur l'inspection générale des défenses du mur de l'Atlantique et le commandement opérationnel. Rundstedt pense qu'on ne peut pas empêcher les Alliés de débarquer, il faut donc maintenir un petit peu en arrière les Panzers, que la bataille elle se déroulera dans l'intérieur, où les Allemands pourront faire donner toute leur supériorité manœuvrière, qui est incontestable. Rommel, qui conserve en 1944. Oui. Qui conserve en 1944. Oui. Ils ne sont pas à genoux à ce moment-là. Ah non, ça va être dur. Les Panzers, quand même, ça reste des Panzers. Ça reste quand même extrêmement dur. Les pertes alliées vont être très très lourdes, notamment les pertes britanniques autour de Caen, ça va être terrible. Et l'autre conception qui est celle de Rommel dit, mais de toute façon, la supériorité aérienne alliée est telle qu'on n'aura pas le temps d'avancer si on est trop vers l'intérieur, si nos Panzers sont trop loin des côtes. Il faut donc les masser le plus près possible, de façon à intervenir le jour même du débarquement et à les rejeter à la mer. Très bien. Et juste pour compléter, Rommel aussi, il fait le pari que les Alliés seront les plus fragiles dès lors où ils arrivent sur les plages. C'est le moment le plus fragile dans cette opération. Ils viennent de traverser la Manche, ils arrivent en terre inconnue, certains ont peur, il faut se mettre en branle, il y a les différentes vagues d'assaut arrivent sur les plages, et c'est là qu'ils sont les plus fragiles, et c'est là qu'il aurait fallu les rejeter. Et Rommel pense que les blindés doivent intervenir dès ce moment-là, cette phase d'ID+1, d'ID+2. Du point de vue de leur intérêt à eux, c'était sans doute exact. La première contre-offensive qui est déclenchée le 7, elle ne va pas très loin, elle est écrabouillée par les canons de marine. Donc là, je pense qu'il n'y a pas de solution gagnante pour les Allemands. Alors, Stéphane Simonet, pourriez-vous nous dire un mot de la situation particulière de ces 177 Français qui, à côté des Américains, des Britanniques, des Canadiens, surtout des Canadiens français, je crois, ont débarqué? Il y avait les fameux 177 Français du commando Kieffer. Il y avait cette poignée de volontaires français, fusiliers marins commando, certains qui avaient rallié De Gaulle depuis l'été 40, et donc ils se retrouvent dans une brigade de commando, donc sous commandement britannique, et ils sont dans ces 5000 hommes qui vont débarquer, ces 5000 commandos britanniques qui vont débarquer à Sword Beach, donc sur la plage de Colville-sur-Orne, pas très loin de Ouistreham-Rivabella,
avec comme objectif de prendre la position fortifiée du casino de Rivabella, qui a été rasé par les Allemands, qui a été fortifié, le fameux casino. Le casino qu'on voit dans le film, qu'on voit dans le plus le film, long, qui c'est romancé, évidemment. Voilà. Enfin, bon, mais voilà, il faut vraiment se fallait départir en de cette dire un image. Voilà. C'est pas du tout le casino de carton-pâte de Zanuck. C'est une position fortifiée sur laquelle les Allemands ont mis de l'artillerie. Et donc, on fait débarquer ces Français, les premiers quasiment. Alors, pas tout à fait les premiers, parce qu'avant eux vont débarquer les éléments du génie, les chars du Plexgrave, etc., etc. Mais symboliquement, ils vont débarquer quelques minutes avant les commandos britanniques qui arrivent juste derrière eux. Et donc, voilà, cette présence française à terre, elle est symbolisée par ces 177 hommes emmenés par Philippe Kieffer. Très bien. On sait combien vont survivre parmi ces 112. Enfin, on connaît un peu les pertes. Alors, il y a 10 morts sur la plage et dans les rues de Rivabella. Il y a 33 évacués le jour même vers l'Angleterre pour des blessures assez sérieuses. Donc, le soir du 6 juin, Kieffer a déjà perdu un quart de ses hommes. Bon, ça, voilà. ça montre la violence, Exactement. l'avance des combats qui ne s'est pas limitée à Omaha Beach. On est dans les mêmes proportions, voilà. On est dans les mêmes proportions qu'Omaha Beach, alors que c'est quand même... ça a été moins médiatisé. Exactement. Ça a été moins. Il y a pas le cinéma Hollywood, s'est pas penché sur leur cas, mais ils sont moins nombreux, voilà. Voilà, et puis les combats ont duré beaucoup moins longtemps. Voilà. Alors, Jean Lopez, mais il y a une question que j'ai envie de vous poser, c'est celui de l'enfer que les civils normands ont vécu. C'est-à-dire que longtemps, on a été un peu embarrassé d'évoquer cette question, parce qu'on a eu peur de paraître sans doute ingrat envers nos libérateurs. Enfin, le bombardement des villes de Normandie, ça a été un enfer pour les civils. D'après ce que j'ai lu, il y a eu 20 000 Français civils tués dans les bombardements en Normandie pendant l'ensemble de la bataille de Normandie. Pas seulement, naturellement, le 6 juin, mais jusqu'au 23 août, fait 10 000 civils tués. Pardon, 20 000 civils tués. 20 000. Je ne parle pas des résistants qui sont à part. Est-ce que c'était vraiment nécessaire et utile de raser quasiment Caen, Bayeux et tant de villes? C'est terrible à dire, parce qu'effectivement, pendant longtemps, et surtout à l'époque, De Gaulle n'a rien dit, parce que c'était le thème de la propagande de Vichy, notamment de Philippe Henriot, qui, sur les ondes, dénonçait sans arrêt ces massacres de Français, parce que les bombardements ont précédé le jour J. Bien sûr. Henriot était mort au moment du débarquement, mais au fond, c'est la même propagande. Donc, on s'est tu, mais effectivement, d'un point de vue militaire, le cas de Caen, par exemple, est tout à fait symptomatique. L'accumulation des dégâts n'a fait que finalement avantager les défenseurs. C'est un peu comme à Stalingrad, vous réduisez tout en bouillie, mais finalement c'est le défenseur qui en profite, c'est plus facile pour lui. C'était sans doute pas nécessaire partout, ni tout le temps, mais je dirais que c'est la méthode Montgomery, c'est la méthode américaine. N'oubliez pas que la technologie, en plus à l'époque, n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Il n'y a pas de munitions guidées. Les viseurs Norden sont quand même, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, extrêmement... c'est 50% des coups au but dans un rayon de 500 mètres autour de la cible. Oui. Donc on ne peut pas être très précis, on ne peut pas leur en demander plus que ça. Je comprends. Rétrospectivement, on a tendance à penser que c'était peut-être un peu excessif. Merci messieurs, beaucoup de questions passionnantes et le temps nous manque hélas pour continuer à les explorer. Mais ces échanges ont été vraiment très, très riches, très intéressants. On le voit, les Alliés ont dû affronter de nombreuses difficultés et surmonter de nombreuses épreuves avant de gagner le 6 juin et de commencer cette bataille de Normandie, synonyme du début de la libération de la France. Je rappelle que pendant les 2 mois et demi de la bataille de Normandie, il y a eu 37 000 tués, pour ne parler que des tués, dans les armées alliées. Il y a eu 2000 résistants français qui ont perdu la vie, soit les armes à la main, soit dans des faits de sabotage. Et je l'ai dit, 20 000 civils français tués au cours de cette période. Et la région Normandie, que vous connaissez si bien, Stéphane Simonet, est marquée bien sûr par le souvenir de cette guerre et les nombreux cimetières militaires qui émaillent cette très belle région, sont très émouvants à visiter, surtout en ce moment, ces semaines-ci, où les commémorations commencent et attirent un public chaque année nombreux, malgré l'usure des ans. Et il ne faut pas croire que c'est devenu quelque chose de marginal, pas du tout. Le souvenir reste très vivant en Normandie aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau numéro de Parlez-moi d'histoire.